Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Conte fait de Con. Je vous propose aujourd'hui de glisser avec moi un petit peu dans le paranormal et de suivre l'histoire de l'une de nos abonnées qui s'appelle Julie. Bonjour, moi c'est Julie, j'ai 23 ans, je suis étudiante aux Beaux-Arts, je suis dans ma 5e année donc j'ai bientôt passé mon master. Dans la vie j'aime bien les jeux vidéo, le métal, j'ai des passions tout à fait classiques. Julie raconte qu'elle a été suivie par une présence pendant des années. Mais je vous en dis pas plus. Bien, sans plus attendre, voyons voir jusqu'où cette histoire l'a entraînée. Bon, cette histoire qu'a vécue Julie, elle s'est déroulée il y a longtemps. C'était il y a plus de 10 ans. En l'occurrence, elle avait 12 ans à cette époque-là. Elle vivait seule avec sa maman. Et ma maman a un grand appartement en face de la mer, tout ça c'est un très bel appartement, enfin bref. J'étais en train d'essayer de m'endormir, parce qu'en fait j'ai toujours eu des problèmes pour m'endormir correctement. Depuis que je suis toute petite, je sais pas pourquoi. Bon, toutes les fenêtres sont fermées, mais ce n'est pas le noir complet, parce que la porte de sa chambre est entrouverte, car du coup elle a peur du noir. Et je précise d'ailleurs que c'est un couloir très sonore, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on entend bien les gens marcher. Il faut savoir que quand quelqu'un marche dans le couloir en pleine nuit chez ma maman, ça s'entend. Ça fait ch'tonk, ch'tonk, ch'tonk. Enfin, c'est très caractéristique, on l'entend vraiment très bien. Et justement là, Julie entend des bruits de pas dans le couloir, mais elle ne voit personne. Là, le bruit des pas s'approche lentement. La porte s'ouvre en grinçant et il n'y a personne derrière. C'est calme, il n'y a rien, il n'y a pas de fenêtre ouverte, il n'y a pas de raison que la porte s'ouvre. Et pourtant, en pleine nuit, je vois ma porte faire comme ça, toute seule. Julie est incapable de savoir ce qui se passe. Elle ne bouge pas et elle serre sa couette fort contre elle. Et alors que elle ne voit rien devant elle, que la porte est ouverte, elle entend les bruits de pas continuer à se rapprocher de son lit. Et je me suis dit, ah ok, il y a quelqu'un, mais je vois personne. C'était très perturbant. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais incapable de connecter les morceaux dans ma tête, parce que je me suis dit, c'est pas normal. Julie a vraiment l'impression d'une présence physique dans la pièce, et elle est incapable de décrire ce sentiment inexplicable qui la gagne. Elle ressent alors une présence lui toucher la tête. Sur l'instant, évidemment, elle est terrifiée, elle a extrêmement peur. Mais maintenant, en tant qu'adulte, quand j'y repense et que j'essaye de le réinterpréter, de le recoller les morceaux, je me dis, c'était plutôt un geste protecteur en fait. C'est comme si la chose qui était là me caressait la tête. Puis finalement, la présence semble partir et Julie tente tant bien que de mal, du coup, de s'endormir. Et justement, cette scène, elle s'est produite des centaines de fois pendant plusieurs années. En fait, de ses 12 ans jusqu'à ses 19 ans. Presque toutes les nuits, la présence venait visiter la chambre de Julie. Je sais pas exactement pourquoi, je sais pas si c'est moi qui me le suis inventé parce que j'étais quelqu'un de plutôt seul, j'en sais rien du tout. En fait, j'ai fini par m'y habituer, bizarrement. Je me suis dit, bon, si tu peux rien et que ce truc-là se produit, juste ne fais rien, qu'est-ce que tu veux y faire? De toute façon, tu sais pas ce que c'est. Et puis elle finit par parler de ce visiteur nocturne à sa mère. Mais sa maman, elle n'y croit pas. Et d'ailleurs, elle ne sait même pas comment l'aider. Je pense que c'est parce qu'elle savait pas elle-même l'expliquer. Elle a réagi genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Je sais pas comment réagir à ça. Donc voilà, le sujet est à peu près clos avec elle. Et puis ce n'est que vers 17-18 ans, juste avant d'emménager avec son petit copain, que la mère de Julie adopte un petit chat. Ce petit chat m'a aidé à me dire, ah, t'es pas folle, y a bien quelque chose qui se passe. Ah, ça lui arrivait de suivre des yeux quelque chose que je ne voyais pas mais que je pouvais ressentir. C'était très bizarre. Par exemple, un après-midi, elle entend un cri très fort qui vient de l'extérieur. Je saurais pas dire si c'était un oiseau, j'en sais rien, ça faisait comme ça, mais très fort et tout. J'étais dans ma chambre et elle était dans le salon en train, je sais pas, de dormir sur une chaise ou quoi. Là, son chat s'enfuit d'un coup, et puis elle finit enfin par le retrouver, et elle essaye de le réconforter, mais le chat est alors tétanisé, il a très peur. Et en fait, je la vois figée, la queue qui avait triplé de volume, comme quand les chats ont peur en fait. Elle dit qu'il est impossible de le bouger pendant une bonne heure, parce que il était là en train de fixer quelque chose du regard, quelque chose d'invisible, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à voir elle-même. Elle était là, plantée, j'ai fait ouh, cerise, allô. Elle a pas bougé. C'était très effrayant. C'est un des trucs les plus flippants que je pense qui sont arrivés chez ma mère. À d'autres moments, ça lui est arrivé ça par contre plusieurs fois, elle a entendu des clés entrer dans la serrure de la porte de la maison pour tenter de l'ouvrir, mais quand elle appelait alors « Maman, c'est toi ?» Eh bien personne ne répondait. Maman, c'est toi? Elle se rendait compte alors que sa mère n'était pas là et que personne n'avait ouvert la porte. Du coup là, à force d'en parler d'une façon ou d'une autre à sa mère, eh bien même si cette dernière n'y croit pas, elle accepte de faire des trucs comme purifier la maison ou des choses comme repousser les esprits quoi. Maman c'est quelqu'un plutôt de cartésien, mais elle a dit bon si ça peut aider et que ça peut faire partir les mauvaises choses,
on va le faire. On a fait une cure de sel dans la maison, c'est-à-dire qu'on a mis un verre rempli de sel avec de l'eau et resté plusieurs jours à la même place pour purifier en fait, parce que on dit que le sel éloigne les mauvais esprits au cas où il y aurait eu des mauvais esprits. Elle aurait aussi fait brûler de la sauge, réputée pour éloigner les esprits. Et il semblerait que c'est un peu fonctionné puisque pendant plusieurs semaines, eh bien, le visiteur nocturne était absent. Est-ce que c'était une coïncidence ou pas? En tout cas, il finissait tôt ou tard par revenir. En fait, avec les années qui se déroulent, eh bien, elle est de plus en plus fatiguée par ce visiteur nocturne. Il y a eu un moment, je sais plus si c'était entre mes 18 et mes 19 ans, en tout cas c'était vraiment très peu de temps avant que je quitte la maison. Et c'était une période où je faisais énormément de cauchemars, où mon visiteur nocturne, je le supportais plus. Je disais mais fous-moi la paix, laisse-moi dormir. Comment faire quand on a quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'est pas sûr que ce soit réel, on n'est pas sûr que ce soit nous qui l'avons inventé, enfin bref. Un événement se passe quelques mois avant qu'elle ne décide de partir emménager chez son copain. Il est alors 1h du matin, Julie est dans son lit et elle ne dort toujours pas. À ce moment-là, c'est une grande fille et même si elle dort la porte fermée, elle laisse toujours une petite veilleuse, une lumière dans la chambre car elle a toujours peur du noir. Pareil que le premier truc que j'ai raconté quand j'étais petite, c'était toujours le même schéma, mais là ma porte était vraiment fermée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas entrouverte, donc il y avait personne qui aurait pu physiquement l'ouvrir. Elle voit alors la poignée de la porte de sa chambre s'abaisser. Ce n'est pas le chat, ce n'est pas non plus sa mère. La poignée continue à s'abaisser et puis la porte s'ouvre d'un coup. Je dis bon, voilà autre chose, parce que j'ai jamais vu la porte s'ouvrir franchement comme ça. Elle s'est ouverte franchement, et en fait, avant qu'elle s'ouvre, j'ai entendu courir. Et dans mon miroir, j'ai vu une ombre. Elle a le sentiment de voir comme un morceau de corps, comme un pied passer par le reflet du miroir. Et c'est vraiment la première fois qu'elle voit quelque chose de tangible. Elle a vraiment peur cette fois-ci, et elle se lève en hurlant. Et elle décide alors d'aller dormir dans le lit de sa mère. J'avais l'habitude de ces trucs-là, mais alors là, j'ai commencé à vraiment avoir peur, mais vraiment peur. C'est-à-dire que c'était plus de l'incompréhension, c'était plus du doute, c'était de la peur, de la vraie. Et puis finalement, quelques temps après, elle finit par aller s'installer chez son copain, avec qui tout se passe bien. Mais le souci, c'est que le visiteur nocturne a suivi Julie. Les nuits, elle continue à ressentir sa présence et venir caresser sa tête ou ce genre de choses. C'était exactement le même schéma, mais ça a fini par disparaître. Comme si, en fait, le protecteur qui venait me voir s'est dit, voilà, elle est entre de bonnes mains. Je peux m'en aller. D'ailleurs, durant ce laps de temps, c'est 1 an et demi à continuer à sentir sa présence, eh bien son copain lui aussi avait parfois ressenti quelque chose d'étrange à côté de lui. Et s'est dit tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un alors qu'il y avait personne. C'est exactement comme j'ai décrit, c'est quelqu'un qui est physiquement présent mais qu'on peut pas voir, ce qui est très perturbant au demeurant. D'ailleurs, après le départ de Julie de chez sa mère, une amie de sa maman vient dormir souvent et elle dort dans la chambre de Julie. Et justement, elle aussi ressent quelque chose d'étrange. Elle m'a dit, c'est bizarre, chez ta maman, il y a un truc. Il y a comme quelqu'un qui marche la nuit. Du coup, moi j'étais scotchée, je me suis dit, c'est vrai. Tu l'as entendu ouvrir la porte, t'as entendu des pas dans le couloir et tout? Elle a dit oui. Et elle aussi, elle aurait entendu des bruits de clés dans la porte, comme pour l'ouvrir, mais sans que jamais personne ne l'ouvre. Et du coup, c'est intéressant parce que son témoignage recoupe parfaitement celui de Julie, alors que cette dernière n'en avait pas parlé à l'ami de sa mère. Voilà pour l'histoire de Julie. Maintenant, voici quelques éléments supplémentaires en fait pour pouvoir peut-être interpréter ce qui aurait pu lui arriver. Alors que Julie entame ses études, en 3e année, elle fait ce qu'on pourrait appeler un retour d'amnésie traumatique. C'est quand un enfant ou même une personne adulte, ça peut arriver, vit quelque chose de très traumatisant, le cerveau refoule l'agression, la met dans un tiroir et dit bon, ça c'est pour plus tard. Parce qu'il se trouve que Julie aurait vécu une agression de l'un de ses proches quand elle avait alors 12 ans. Et justement, pour comprendre un peu mieux, en fait, les amnésies traumatiques, en fait, elles sont créées par le stress post-traumatique. Et elles peuvent durer des dizaines d'années et faire oublier des pans entiers de l'enfance. Et puis, quand l'amnésie passe, les souvenirs traumatiques peuvent ressurgir, mais souvent de manière très violente et envahissante. Et j'ai commencé à me dire, merde, si ça m'est arrivé quand j'avais environ 11 ans, et que le phénomène que j'ai décrit s'est produit peu de temps après, c'est-à-dire entre 11 et 12 ans, peut-être que ça a un lien. Son cerveau aurait refoulé toute cette période-là et aurait fait tout ressurgir alors qu'elle était en 3e année et donc âgée de 21 ans. Peut-être que ça peut avoir un lien et que y avait quelque chose qui s'est dit, il faut que je protège cette petite fille, je sais pas. Julie se demande par exemple si cette présence, ce visiteur nocturne, ne pourrait pas être lié à ses grands-parents. Parce que je les ai perdus quand j'étais très jeune. J'ai perdu ma grand-mère vers l'âge de 3-4 ans et mon grand-père vers l'âge de 5 ans. C'est vrai que j'ai mis très longtemps à faire le deuil de mon grand-père. Elle n'arrivait pas à accepter qu'il puisse disparaître à tout jamais. Peut-être, donc du coup, est-ce le lien manquant, justement, qu'on cherche. Mais pour autant, elle n'a pas senti une connexion particulière avec cette entité, ce visiteur. Elle n'a pas senti que ça pouvait être l'énergie, par exemple, de son grand-père décédé. J'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que tu avais quelque chose dans la tête qui faisait que tu te créais quelque chose
qui n'existe pas. Ou que t'étais tellement seule quand t'étais petite que tu t'es créé un ami imaginaire mais qu'il s'est manifesté autrement. Enfin, ça m'est passé par plein d'étapes pour expliquer ce qui s'est passé, mais j'arrive toujours pas à l'expliquer. Mais ça, ce sera à vous de faire votre propre interprétation. En tout cas, voilà pour l'histoire de Julie. Faut savoir que elle n'a pas tenté non plus de chercher dans le passé de la maison s'il aurait pu y avoir des événements étranges qui auraient pu s'y dérouler. Après, sa maman, elle continue toujours d'y habiter et même si elle dit parfois voir des choses étranges, elle ne s'en inquiète pas plus que ça et elle vit avec. Après, quelles sont ces choses? Ça, on n'est pas allé lui demander. En tout cas, était-ce vraiment, comme elle le suspecte, un esprit protecteur ou peut-être simplement un moyen de défense inconscient qu'elle aurait mis en place pour peut-être mieux digérer cet événement traumatique? En tout cas, les esprits protecteurs sont présents dans beaucoup de cultures et de croyances à travers le monde. Par exemple, dans le christianisme, on appelle ça les anges gardiens. Et même si on plonge dans une religion monothéiste encore plus ancienne, en l'occurrence le mazdéisme, qui était une religion en Perse, eh bien on appelait cet esprit le Fravashi. Ou encore en Sibérie, eh bien du coup, eux, ils appellent ça l'esprit maître. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura captivé. On souhaite évidemment bon courage à Julie pour la fin de ses études. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de Contes Féconds. Bonsoir à vous et à bientôt.